Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux pour cette nouvelle réunion organisée conjointement par la Commission juridique et fiscale du CIAN et par l'Union internationale des huissiers de justice. Merci au cabinet GGC qui nous accueille dans ces superbes locaux et qui est un honorable membre du CIAN. Pour cette réunion, nous allons aborder à nouveau des questions liées au système juridique de l'OHADA, sujet qui nous est cher, que nous abordons souvent puisque nous essayons de discuter des réformes en cours, de les présenter et ensuite d'aborder leurs questions d'application. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le sujet, c'est un des actes uniformes de l'OHADA qui n'a pas encore donné lieu à révision, puisque la plupart des autres actes uniformes ont été déjà révisés et nous avons eu l'occasion d'en discuter. Donc, il s'agit de la révision de l'acte uniforme sur le recouvrement des créances, sur une procédure simplifiée de recouvrement de créances. Et à l'occasion de cette réforme, il était normal que l'Union internationale des huissiers de justice soit appelée comme expert et travaille avec les autres experts à cette réforme. C'est pourquoi nous organisons conjointement cette réunion aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons un panel d'intervenants dont l'expertise le dispute au prestige, qui nous écoutent et qui vont intervenir à distance et que j'aurai l'occasion de présenter rapidement tout à l'heure avant leurs interventions. Et avant cela, je vais passer la parole donc aux deux institutions co-organisatrices, à savoir Étienne Giros, président du CIAN, Marc Schmitz, président de l'Union internationale des huissiers de justice, et Mathieu Chardon, secrétaire général. Donc, Étienne, si tu veux dire quelques mots sur le CIAN. Merci Jean-Jacques et bonjour à tous. Je dois vous dire que je suis très heureux de cette réunion ce soir, puisque, comme l'a expliqué Jean-Jacques, c'est une réunion qui est co-organisée par deux institutions et je souhaite longue vie à la nouvelle collaboration que nous sommes en train de développer entre l'Union internationale des huissiers de justice et le CIAN. Et je voudrais, avant de dire juste très brièvement en quoi il me semble que le sujet évoqué aujourd'hui et le rôle des huissiers de justice dans le recouvrement est important en Afrique, dire pour ceux qui ne nous connaissent pas que le CIAN est l'organisation, c'est une association qui regroupe le secteur privé ou les entreprises françaises investies en Afrique. Donc, nous représentons à peu près 80% des entreprises investies en Afrique. Et j'ai l'habitude, pour expliquer ce qu'on fait, de citer un seul chiffre, je ne citerai pas deux, et quoi qu'avec 80%, c'est déjà un, mais j'en citerai un deuxième, c'est que nos entreprises font 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Afrique, les entreprises du CIAN. C'est dire l'importance du continent pour les entreprises françaises, malgré quelquefois l'image, quelquefois un peu bousculée ou inquiète que les Français peuvent avoir sur l'Afrique, c'est un continent très important pour nous. Alors, nous mettons ces entreprises françaises ensemble, nous travaillons sur des dossiers de fonds, nous écrivons des livres, nous faisons beaucoup de position paper vis-à-vis des autorités et nous tenons au courant nos membres de tous les dossiers, tous les sujets d'actualité qui peuvent les intéresser. Alors, par exemple, dans la commission juridique et fiscale que préside Jean-Jacques Leca, nous les tenons au courant des travaux sur l'OHADA, des nouveautés, et nous influons, grâce à ces travaux en commission, l'OHADA dans ses évolutions. Parce que nous sommes écoutés, car nous avons toujours un état d'esprit constructif. Et enfin, notre dernier rôle, évidemment, c'est de défendre l'image et l'importance des entreprises françaises en Afrique, et donc de faire de ce qui est encore quelquefois considéré comme un gros mot du lobbying, enfin en tout cas de l'influence, et du plaidoyer pour un certain nombre de valeurs que nous portons. Alors, je voudrais, donc bienvenue, très heureux de cette nouvelle collaboration. Je voudrais aussi remercier le cabinet UGGC de nous accueillir, effectivement, dans ces magnifiques locaux. Merci beaucoup à ce cabinet qui est membre du CIAN et qui traduit le travail en collaboration que nous faisons. Pour ne pas être trop long, je voudrais juste pour conclure dire que ce sujet du recouvrement est important en Afrique et je voudrais vous dire, à mes yeux, pourquoi.
il est plus important qu'ailleurs pour une raison simple. C'est que l'Afrique, pour les investisseurs, a encore quelquefois un ressenti de risque élevé, plus qu'ailleurs. Et nous, au CIAD, on pense que ce ressenti du risque est quelquefois trop élevé. Il n'est pas objectif. Il n'est pas toujours objectif. Il y a des pépins, il y a des difficultés en Afrique. Ce n'est pas plus facile qu'ailleurs. Ce n'est pas tellement plus difficile qu'ailleurs. Et dans le ressenti du risque, outre le risque politique, le risque de compliance ou conformité, le risque sécuritaire, tout ce que vous voulez, il y a le risque des arriérés ou de l'encaissement des créances, qui est un sujet. Et beaucoup d'entreprises disent, moi je ne veux pas en Afrique parce qu'on n'est pas payé. Donc ça, vous êtes sans doute tous ici suffisamment pointus sur le sujet pour dire que cette affirmation, elle n'est pas juste. Elle n'est pas vraie qu'il y ait des impayés plus qu'ailleurs en Afrique, qu'ailleurs dans le monde. Quelquefois, il y a des arriérés de paiement des États, mais en tout cas dans le secteur privé, et notamment la population, paye ses factures. Nous, on le voit bien avec les membres du CIAD qui fournissent de l'électricité, de l'eau, qui ont des centaines de milliers de clients, ou du téléphone, c'est prévu avant, mais en général, ils ont un taux de recouvrement excellent, excellent. Donc, c'est des idées reçues sur lesquelles, si on veut défendre la position de la France et du secteur privé français en Afrique, il faut combattre. Or, les huissiers de justice et le recouvrement ont un problème, car pour se faire payer, en Afrique, on y arrive, comme je viens de le dire, mais c'est quelquefois difficile. Quand il y a un litige, il faut d'abord franchir la partie juridique de l'État, c'est-à-dire avoir une décision de justice en notre faveur. Ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand ceci est fait, le problème est celui de l'exécution de la décision de justice. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Et ça peut prendre très longtemps ou ça peut ne pas être exécuté parce que des forces un petit peu compliquées s'exercent qui empêchent que la décision soit exécutée. Il n'y a pas d'actif, il n'y a pas de garantie, pas souvent des périodes très longues. Et donc là, nos amis huissiers de justice, on a besoin de vous pour faire exécuter les décisions. Et donc pour moi, ce genre de débat que l'on a aujourd'hui, ça contribue à dérisquer l'Afrique et à inciter les entreprises à aller davantage en Afrique. Donc c'est tout le bien que je souhaite à cette discussion. Ici, à la fin de cette séance, quelques opérateurs sont un petit peu moins inquiets de l'Afrique, on aura réussi notre affaire. Voilà, donc merci beaucoup d'être là. Ok, merci Étienne. Et donc maintenant, je passe la parole à M. Marsuis qui va nous parler de l'Union internationale des huissiers de justice. Oui, merci beaucoup. Donc aussi, d'abord, bonjour à tout le monde. Je suis aussi très content de cette collaboration qui s'annonce avec le CIAN et je suis persuadé qu'elle sera fructueuse pour tout le monde. Donc, quelques mots pour présenter l'Union internationale des huissiers de justice. Donc, l'Union internationale des huissiers de justice est une organisation qui a été créée en 1952, donc il y a 70 ans, à l'initiative de 7 chambres nationales d'huissiers de justice européennes. Et très vite, l'Union internationale s'est étendue et aujourd'hui, donc 70 ans après, elle compte 100, exactement 100 chambres nationales ou associations nationales d'huissiers de justice. Donc, nous sommes présents sur tous les continents, sur les 5 continents. Nous travaillons de façon étroite avec de nombreuses organisations internationales, telles comme, par exemple, les Nations Unies. Nous avons un siège au niveau des Nations Unies en tant que membre observateur. Nous travaillons au niveau des Nations Unies avec la CNUTSI, la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Nous sommes partenaires de la Banque mondiale dans différents projets financés par elle. Et nous travaillons aussi avec le Fonds monétaire international, aussi à travers de projets qui sont financés par celui-ci. Nous travaillons de façon rapprochée avec la conférence de La Haye pour le droit international privé. Et sur le plan continental, évidemment, et maintenant venons au continent africain, nous travaillons de façon très rapprochée avec l'OHADA, dont nous sommes d'ailleurs depuis une dizaine d'années maintenant partenaires techniques. Nous travaillons aussi avec l'ERSUMA, qui est l'École régionale supérieure de la magistrature. Et nous avons au sein de nos 100 membres, donc de nos 100 chambres nationales qui sont membres, à peu près une trentaine de pays africains. Donc à peu près un tiers des membres de l'Union internationale sont des pays africains. Et pratiquement tous les pays de la zone OHADA sont membres de notre organisation. Alors quel est le but de notre organisation? Notre organisation a évidemment le but de représenter les différentes chambres nationales devant les institutions internationales, ce qui est clair. Mais aussi, évidemment, nous essayons de travailler au niveau de la formation. Donc, nous avons créé au sein de notre organisation une unité de formation des huissiers de justice africains
puisque nous sommes convaincus que le niveau des huissiers de justice est d'une importance capitale pour garantir aussi la sécurité juridique. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le droit et l'économie sont étroitement liés. Alors, si vous voulez avoir une sécurité juridique, il faut donc la sécurité juridique, on peut dire que la sécurité juridique, c'est le droit, évidemment, le droit au juge. Le droit au juge, c'est le droit au jugement. Le droit au jugement, c'est le droit à l'exécution. Et le droit à l'exécution, c'est le droit à l'huissier de justice. Donc là, évidemment, si vous voulez attirer des investisseurs étrangers, il faut évidemment qu'il y ait une certaine sécurité juridique. Donc, par conséquent, il faut y avoir un huissier de justice performant qui sait exécuter les jugements rendus, et ce, avec efficacité. Donc ça, c'est un des buts qui est évidemment poursuivi par l'Union internationale des huissiers de justice. Mais nous essayons aussi d'accompagner les chambres nationales des huissiers de justice, surtout au niveau du continent africain, lorsqu'il y a des modifications au niveau de leur statut, etc. C'est ainsi que nous avons organisé, par exemple, la semaine dernière, en République démocratique du Congo, un séminaire de formation pour les huissiers de justice, puisque là, il s'agit d'une profession toute jeune, puisque depuis presque toujours, si les fonctions ou les compétences de l'huissier de justice ont été exercées là-bas par les greffiers, qui étaient des fonctionnaires au niveau des tribunaux. Et il y a une nouvelle profession d'huissier de justice qui vient d'être créée en RDC, sous le modèle belgo-français, c'est-à-dire l'huissier de justice à statut libéral. Mais maintenant, évidemment, il faut les former, il faut essayer de les accompagner dans ce processus et surtout de les encadrer. Donc ça, c'est une des compétences de l'Union internationale. Mais nous agissons évidemment aussi ici dans le cadre de la réforme de l'acte uniforme de l'OHADA. En tant qu'experts, nous essayons aussi de nous positionner, de positionner l'huissier de justice en général et aussi faire part de notre expérience que nous avons acquise au fil des années pour évidemment essayer d'améliorer et d'apporter notre soutien dans le cadre de cette réforme. Voilà à peu près le topo de notre organisation. Donc, en termes de nombre de pays, nous sommes la plus grande association de professionnels du droit au monde. Donc, pas en termes de membres, mais en termes de nombre de pays, puisqu'évidemment, les associations d'avocats ou de notaires, etc., sont plus importantes, puisqu'ils ont forcément, il y a plus d'avocats que de huissiers de justice, mais en termes de nombre de pays, nous sommes la plus grande association. Et combien de pays africains? Une trentaine. Donc, nous avons une trentaine de pays africains, donc tous les pays de la zone, pratiquement tous les pays de la zone OHADA. Nous venons de recevoir, il y a à peu près 3 semaines maintenant, une demande de la part de la République centrafricaine, qui a également demandé de devenir membre de notre organisation. Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce que vous voulez dire quelques mots? Oui, alors quelques mots. Donc, s'agissant de l'espace OHADA, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, comme l'a rappelé le président Mark Schmidt, donc nous avons en fait pratiquement tous les pays de la zone OHADA, à l'exception aujourd'hui de la Centrafrique, mais qui a déposé une demande, des Comores et de la Guinée équatoriale. Tous les autres pays sont les 17, nous en avons actuellement 14. Puisque là, on parle des investisseurs français en Afrique. Donc, c'est très intéressant parce que le système qui a été mis en place par l'OHADA va tout à fait dans le sens du droit français, s'agissant notamment de cet acte sur le recouvrement et l'exécution, puisque l'acte uniforme de 1998 a été fortement inspiré des textes qui existent en France sur les procédures et les voies d'exécution. Donc, ce qui fait que la personne qui est habituée au droit français ne va pas être désorientée lorsqu'elle va s'adresser à la CCJA, par exemple, ou même lorsqu'elle va s'adresser à une juridiction de l'un des pays, enfin, pratiquement dans tous les pays membres de l'OHADA. Et à côté de ça, il y a également des professionnels du droit de l'exécution qui sont des huissiers de justice, qui sont eux aussi, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, qui sont aussi basés sur un modèle que l'on connaît en France ou en Belgique ou aux Pays-Bas ou au Luxembourg. Donc déjà, on peut dire
pour l'investisseur français qu'il est quelque part sur un terrain connu, puisqu'il va pouvoir comprendre assez facilement la façon dont les choses se passent. Bon, bien sûr, on n'est pas en France, on est dans un autre continent avec des spécificités, mais la philosophie du droit qui est en place est à peu près la même que celle avec laquelle nous avons l'habitude de travailler. L'exécution des décisions de justice est quelque chose d'absolument fondamental, puisque si vous avez une décision de justice qui ne peut pas être exécutée, ben, elle ne sert pas à grand-chose. Il y a le triptyque avocat qui est là pour défendre les parties, le juge qui est là pour rendre la décision, trancher le litige, et l'huissier de justice ou l'agent d'exécution qui est là pour l'exécuter. Et si l'un des trois fait défaut, eh bien c'est tout le système de la justice qui est lui-même pris en défaut. À tel point d'ailleurs, s'agissant de la profession d'huissier de justice, que le 22 juin 2004, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt Pini contre Roumanie, a reconnu que les huissiers de justice œuvrent dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ce qui fait d'eux un élément essentiel de l'état de droit. Donc, c'est très important de savoir que pour les investisseurs, pour la confiance, que vous pouvez compter sur des professionnels de l'exécution qui sont des gens qui sont formés, qui ont un statut, et qui ont des responsabilités et qui, on va le voir tout à l'heure lorsqu'on va avoir des explications plus précises sur le droit au HADA en matière d'exécution, et donc qui vont utiliser, et ça aussi c'est très important, le même texte quand il va s'agir d'exécution. C'est-à-dire que vous soyez au Sénégal, au Togo, au Tchad, au Mali, lorsqu'il va s'agir d'exécuter une décision de justice qui aurait été rendue dans n'importe lequel de ces pays, et même dans un autre pays du monde, qui doit être exécuté dans un de ces pays, les huissiers de justice vont utiliser exactement le même texte. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental. Et je terminerai simplement en disant que l'OHADA, avec cet acte sur l'exécution, a réussi, je parle de ce que l'on connaît, c'est-à-dire l'exécution des décisions de justice, a réussi là où l'Union européenne n'a pas réussi complètement pour tout un tas de raisons, parce que dans la plupart des pays de l'OHADA, vous avez la même monnaie, vous parlez la même langue, pratiquement partout, et vous utilisez les mêmes systèmes judiciaires, enfin la même logique judiciaire. Donc en fait, le simple fait que ce texte existe fait qu'il y a une intégration qui fonctionne réellement, qui est réellement spectaculaire et qui, comme l'indiquait le président du CIAM, doit nous rassurer et doit rassurer les investisseurs qui vont savoir exactement où ils vont lorsqu'il va être question d'exécuter des décisions de justice dans les pays de la zone OHADA. Merci beaucoup. Donc, je vais sans tarder passer la parole à nos intervenants, en commençant par Monsieur Ndiaye Mbaye, qui est directeur général de l'ERSUMA. L'ERSUMA, qui est une institution de l'OHADA, comme vous le savez, chargée de la formation et de la diffusion du droit OHADA. Monsieur Mbaye, avant d'être directeur général de l'ERSUMA, est toujours professeur agrégé et était vice-doyen de la prestigieuse faculté de l'université de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonsoir à tous. Monsieur le président du Conseil français des investisseurs en Afrique, monsieur le président de l'Union internationale des huissiers de justice, chers collègues et amis, aussi bien le président sortant de la CCJA, mais également ceux qui nous ont accompagnés depuis lors en qualité d'huissier de justice au niveau de l'espace OHADA.
et de manière beaucoup plus proche. C'est notamment le président Bidier et le président Enamé avec qui nous partageons cette entrevue. Alors, il m'a été demandé d'échanger avec vous sur un premier point portant simplement sur une présentation de l'acte uniforme, une présentation du droit des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dans le cadre de l'OHADA, qui n'est rien d'autre que l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Quand nous regardons un peu, nous pouvons effectuer une présentation suivant 4 critères. D'abord, le critère du temps. Ensuite, le critère de l'espace. En outre, le critère de la matière. Et enfin, le critère de la manière. Et suivant tel ou tel critère, nous aurons la possibilité de rapidement vous présenter cet acte uniforme de l'OHADA. D'abord, du point de vue du temps, l'acte uniforme est un acte uniforme qui a été adopté le 10 avril 1998. C'est le 4e acte uniforme adopté par l'OHADA. Et le jour même, cet acte uniforme a été adopté en même temps qu'un autre acte uniforme, et d'ailleurs ça a été rappelé tout à l'heure, certains actes uniformes ont déjà fait l'objet de révision, en même temps que l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'accompagnement du passif. Cet acte uniforme a déjà fait l'objet de révision depuis 2015. Et cette révision est entrée en vigueur et est en train de servir pour l'efficacité des procédures collectives. L'acte uniforme dont nous sommes en train de parler, donc l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution, est entré en vigueur depuis le 10 juillet 1998. Alors, si on apprécie bien, c'est aujourd'hui le plus ancien des actes uniformes qui n'a pas encore fait l'objet de révision. Quand on apprécie le temps que ça fait, la maturité est normalement acquise et l'on devrait pouvoir savoir quelle est la nouvelle orientation et peut-être bien que ça fait partie de ce qui nous réunit aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a pu obtenir, qu'est-ce qu'on n'a pas pu réussir et comment on devrait orienter le futur. Alors, c'est un acte uniforme qui s'applique aux mesures conservatoires, aux mesures d'exécution forcée, aux procédures de recouvrement qui ont été engagées après son entrée en vigueur. Ce qui veut dire que s'il y a encore des procédures en cours et qui seraient enclenchées avant 1998, et Dieu sait qu'il y en a encore, eh bien, c'est le droit interne qui s'applique et ce droit interne, parfois, comme l'a rappelé tout à l'heure le secrétaire général, parfois, ce n'est rien d'autre que le droit français qui est applicable directement. Ça, c'est du point de vue du temps. Du point de vue de l'espace, nous sommes devant un acte uniforme qui, fondamentalement, s'affiche en qualité de règlement communautaire. C'est le seul acte uniforme qui donne l'impression d'être véritablement un règlement sur la base de la nomenclature des normes communautaires. Pourquoi? Parce que c'est un acte uniforme qui est le seul à dire que dans son domaine, aucun autre texte national antérieur ou postérieur, identique ou contraire n'est applicable. On verra si ce que nous sommes en train de nous dire, est-ce que ça montre que cet acte uniforme-là est un atout ou bien est-ce que l'acte uniforme n'est rien d'autre qu'un jaloux? La réflexion peut être menée sur ce. Mais retenons simplement que c'est aussi bien le droit interne que le droit communautaire de l'exécution que nous avons aujourd'hui dans le cadre de cet acte uniforme. Maintenant, du point de vue de la matière, un acte uniforme qui est composé de 338 articles, ce n'est pas beaucoup lorsque l'on parle de procédure, parce que généralement, les procédures sont tellement extraordinairement détaillées, de telle sorte que le nombre d'articles peut être vraiment, vraiment énorme. Mais nous avons 338 articles pour cet acte uniforme,
avec, ça donne l'impression d'être beaucoup plus une compilation qu'un corps de règles homogènes, étant entendu que il y a un premier livre sur les procédures simplifiées de recouvrement, injonction de payer, injonction de délivrer, injonction de restituer. Et nous avons un deuxième livre qui porte sur les voies d'exécution. Et entre les deux, il n'y a absolument rien qui les lie. Il n'y a aucune disposition préalable sur le champ d'application, sur les objectifs, rien du tout. Donc, nous avons systématiquement un acte uniforme qui démarre avec le livre premier et qui se termine avec le livre deuxième. Et qui donc donne l'impression que c'est une compilation qui tient compte naturellement de l'article 2 du traité de l'OHADA, parce que l'article 2 du traité de l'OHADA ne les a pas liés. Au contraire, c'était sûreté, procédure de recouvrement et recouvrement des créances d'une part, et voie d'exécution d'autre part. Et puisque les sûretés ont été dans un acte uniforme à part, nous avons combiné le recouvrement de créances qui était rattaché à sûreté, à voie d'exécution, et peut-être bien que c'est ce qui justifie que ces deux livres donnent l'impression d'être totalement autonomes dans le cadre de cet acte uniforme. Or, je vous disais tout à l'heure, on a la possibilité d'apprécier, est-ce que l'acte uniforme est un jaloux ou bien est-ce que l'acte uniforme est un atout? Quand nous regardons les autres actes uniformes laissent une certaine marge de manœuvre au droit interne, et surtout à titre de complément. Et nous aurons constaté, je laisserai bien évidemment la parole aux professionnels qui vont intervenir là-dessus, que l'acte uniforme n'est pas si complet que cela. Et des vides juridiques qui aujourd'hui posent également un certain nombre de problèmes au niveau de son application. Du coup, est-ce que ce n'est qu'un jaloux et non pas un atout, le fait d'avoir un seul texte qui regroupe l'ensemble des dispositions pour gérer le recouvrement des créances tel que c'est indiqué au niveau de l'OHADA. Non, du point de vue de la manière, nous sommes devant si on avait à classer aujourd'hui en première position l'acte uniforme qui pose le plus de problèmes au niveau des juridictions et qui engendre le plus de contentieux, eh bien, on dirait le premier, c'est l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Et ça, est-ce que c'est au niveau de la formation? Est-ce que c'est au niveau du texte lui-même? Est-ce que c'est au niveau de la maîtrise de l'outil? Est-ce que c'est au niveau des pratiques? Tout reste à savoir parce que la manière, en tout cas, montre déjà que cet acte uniforme-là pose beaucoup de problèmes. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je l'ai entendu là tout à l'heure, c'est un acte uniforme qui date de très longtemps, mais qui fait partie des actes uniformes les plus anciens qui n'a pas encore fait l'objet de révision. Et quand on regarde aussi du point de vue de la doctrine, la controverse doctrinale sur les questions que pose cet acte uniforme, eh bien, est vraiment énorme. Du coup, du point de vue de la manière, peut-être bien que c'est cette manière d'ailleurs qui justifie que l'on s'est dit depuis maintenant plus de 5-6 ans que cet acte uniforme-là mérite révision, mais que l'on était en train de réfléchir sur l'orientation parce que peut-être bien que la manière est vraiment forte et ça demande bien une maîtrise de la réaction. Voilà rapidement ce que je peux dire pour l'instant concernant la brève présentation que vous aviez sollicitée sur cet acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. De cet exposé, disons, magistral de l'état actuel du droit OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances, qui donne lieu à beaucoup de contestations et donc à une jurisprudence dont l'application donne lieu à des contestations et donc à de nombreux arrêts de jurisprudence. Et pour en parler, je passe la parole à M. Ondo Moué, qui est magistrat depuis plus de 30 ans, je crois, qui a été nommé il y a quelques années à la CCJA et qui était jusqu'à il y a quelques jours président de cette institution de régulation de la jurisprudence. Et donc, Monsieur le Président, je vous passe la parole pour nous parler de cette jurisprudence.
Merci, monsieur le modérateur. J'espère que tout le monde m'entend bien. Ok, Dieu merci. Alors, je remercie comme monsieur le DG, les deux présidents, tous les présidents qui sont à la manœuvre pour l'organisation de cette séance, qui nous réjouit parce que c'est une très belle occasion. Nous avons entendu des très belles choses, les attentes des investisseurs français qui veulent venir en Afrique. Et nous souhaitons ajouter à leurs préoccupations celle des débiteurs. Ces investisseurs doivent savoir qu'en venant en Afrique, ils ne seront pas que créanciers, ils seront aussi débiteurs. Et c'est pour cela qu'il est très important, effectivement, pour avoir une bonne idée de l'état de la sécurité juridique dans cet environnement, de savoir ce qui est prévu par la réglementation. Parce que les difficultés que pose l'application de cet acte uniforme ne viennent pas des créanciers. Ça vient globalement des débiteurs. Il y a quelques lacunes au niveau de la réglementation, ça, nous-mêmes nous le savons, mais ces difficultés peuvent être surmontées avec un peu de bonne foi et avec un peu de bonne pratique. Malheureusement, la bonne foi est toujours très rare et surtout de la part des débiteurs. Et ça nous amène à parler du thème qui nous a été confié, à savoir faire le point de l'exécution des titres exécutoires dans l'espace OHADA, l'état de la jurisprudence. En réalité, comme l'a dit monsieur le DG, lorsqu'on adoptait cet acte uniforme en 1998, beaucoup de problèmes avaient été solutionnés directement par le législateur et les praticiens avaient applaudi. Et parmi ces choses que le législateur avait pris directement en main, lui-même, il y avait la question du titre exécutoire. La plupart d'entre vous devraient se souvenir qu'avant l'acte uniforme de 1998, nous n'avions pas un texte qui définit le titre exécutoire. Et rien que la définition de ce concept pouvait nourrir un contentieux abondant. Donc, le législateur a pris la solution que nous avons applaudie, non pas de définir le titre exécutoire, mais de prendre un texte qui énumère ce qu'on entend par titre exécutoire. Tant et si bien que dans l'espace OHADA, nous avons cette particularité d'avoir évacué le débat sur qu'est-ce qu'on entend par titre exécutoire, parce que la question est réglée directement par l'article 33 de l'acte uniforme. Alors, malheureusement, à la date d'aujourd'hui, force est de constater que la solution législative n'a pas suffi parce que l'existence du titre exécutoire montre que malheureusement, en pratique, il n'est pas efficace ou alors son efficacité n'est pas toujours au rendez-vous. Et c'est de cela que je vais parler, c'est-à-dire l'inefficacité ou alors les atteintes à l'efficacité du titre exécutoire dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution. Le titre exécutoire a tout son mérite, vous le savez, quand il existe, l'huissier de justice peut passer à l'exécution forcée sans autorisation préalable du juge. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Malheureusement, son existence ne suffit pas toujours et nous allons l'évoquer succinctement à travers quelques exemples qui nourrissent la jurisprudence au niveau de la CCJA
Et il s'agit, selon moi, d'autant de points sur lesquels ceux qui vont suivre de très près la réforme en cours devraient être vigilants pour l'efficacité à venir du titre exécutoire. Je vous prends un exemple en matière de saisie immobilière. Généralement, les banquiers croient s'appuyer sur la convention notariée revêtue de la formule exécutoire pour initier une procédure de saisie immobilière. Ce qui arrive souvent, c'est que ces procédures se heurtent aux dispositions de l'article 248 de l'acte uniforme, qui exige une créance liquide. Pour être bien compris, je vais expliquer que lorsqu'un banquier consent un prêt, il porte sur un montant bien précis. Mais le jour où il initie la saisie immobilière, c'est maintenant un autre montant qui est dû. Mais ce n'est pas ce montant qui figure sur la convention notariée de départ. Et il y a des difficultés. Donc, voilà comment un titre exécutoire peut ne pas être efficace parce que le créancier ou le titulaire a manqué de l'actualiser. Or, il suffit de faire une sommation de payer ou alors une mise en demeure ou alors un avenant qui actualise le montant de la créance qui est au moins reconnu par le débiteur pour surmonter cette difficulté. L'autre élément qui nourrit le contentieux, l'autre point, c'est que le titre exécutoire est inefficace face à un créancier qui bénéficie de l'immunité d'exécution. Dans notre espace, cette question est très actuelle, la question d'immunité d'exécution, parce qu'il est observé que de plus en plus, les grandes firmes, les grandes entreprises dans lesquelles nos États sont actionnaires revendiquent l'immunité d'exécution. La jurisprudence de la Cour consiste à rappeler que l'immunité d'exécution s'applique pas aux actionnaires, mais à la personne morale, à la personne débitrice. Donc, nos États qui soutiennent ces entreprises-là ont tendance à vouloir leur conférer une immunité d'exécution qui est de nature, selon nous, à ébranler la libre concurrence. Donc, c'est un point sur lequel il va falloir être vigilant pour que la jurisprudence actuelle de la Cour soit confortée. Parce qu'il faut éviter que l'on érige en règle que toutes les entreprises au sein desquelles un État détiendrait des actions bénéficient d'une immunité d'exécution. Ce ne serait pas une très bonne orientation. Donc, le titre exécutoire est aussi inefficace face aux règles d'insaisissabilité. C'est un domaine dans lequel il va falloir peut-être faire aussi un effort pour accroître l'harmonisation. Parce que, à la date d'aujourd'hui, les insaisissabilités sont déterminées par chaque législateur national. Nous pensons qu'un accord peut être trouvé au niveau supranational pour arrêter la liste des biens et droits insaisissables au niveau communautaire. Parce que, tel que c'est fait aujourd'hui, il y a des États et même des espaces qui sont capables de créer des insaisissabilités qui ne profitent qu'à leurs citoyens alors que nous sommes dans un espace communautaire. Nous avons par exemple l'espace CEMAC qui a créé une insaisissabilité des dépôts des banques auprès de la Banque centrale. Je crois qu'il existe une même disposition au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA, je ne sais plus. Mais dans ces espaces, vous avez des pays de l'OHADA qui ne font partie ni de la CEMAC, ni de l'UEMOA. Donc,
ça peut créer des discriminations. Donc, il est bon que la question des insaisissabilités soit prise en compte, en charge directement, au moins en partie, par le législateur. Et puis, il y a un autre aspect très important au niveau de la mise en œuvre des titres exécutoires, c'est celui de contestation des saisies. En la matière, il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire en termes de formation et de sensibilisation. Parce que les contestations des titres exécutoires proviennent généralement du non-respect des conditions de la saisie. Donc, il est très important que les huissiers de justice se forment et s'approprient ces conditions. Parce qu'il ne suffit pas de posséder un titre exécutoire, il y a des formes à observer pour le mettre en œuvre. Et l'avantage de l'acte uniforme, peut-être qu'il va falloir assouplir ces formalités parce que nous trouvons qu'elles sont trop nombreuses et surtout qu'elles sont assorties de la sanction de nullité. Et ça fait en sorte que le diable étant dans le détail, le débiteur va toujours trouver quelque chose à redire. Mais ce n'est pas le plus important en ce qui concerne la contestation, les contestations. Le plus important réside dans la chaîne judiciaire qui gère cette contestation. Elle va du tribunal de première instance d'un pays en passant par la cour d'appel d'un pays et ça doit terminer normalement au niveau de la CCGA. Mais il se trouve que l'articulation du contentieux de l'exécution telle qu'elle se présente aujourd'hui a laissé quelques compétences aux cours suprêmes nationales qui l'exploitent très souvent abusivement. Donc, il est bon que l'ordre soit mis sur cette question parce qu'il y a beaucoup d'ingérence des cours suprêmes nationales en matière d'exécution, quand bien même la jurisprudence de la CCGA consiste à rappeler à chaque fois que lorsque une mesure d'exécution forcée a été mise en œuvre, la Cour suprême nationale ne doit plus exercer ou ne peut plus exercer sa compétence en matière de sursis parce que la question relève de la compétence préalable du juge de l'article 49, c'est-à-dire le président du tribunal. Donc, nous avons aujourd'hui, quand je parle de la chaîne judiciaire, des décisions qui nous viennent de certains États partis où des juges nationaux vont jusqu'à ordonner des délais de grâce ou accorder des délais d'exécution sur la base des décisions rendues par la CCGA, alors qu'en réalité, il n'y a que la CCGA qui est compétente pour moduler ou suspendre l'exécution forcée de ses propres arrêts. Voilà, donc, pour résumer, l'efficacité du titre exécutoire dans l'espace OHADA demeure un fait, mais elle fait face à certaines difficultés qui peuvent être contournées à la faveur de la réforme en s'inspirant des orientations données par la CCGA en matière de saisie immobilière, notamment d'immunité d'exécution, d'insaisissabilité et de contestation des titres exécutoires. Voilà, monsieur le modérateur, je vous remercie et je reste à votre disposition pour des éventuelles questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le président. Maintenant, nous allons écouter deux praticiens qui vont nous parler des difficultés pratiques liées à l'exécution dans l'espace WADA. Et puis ensuite, nous parler des enjeux de la réforme et donc des dispositions qui pourraient être prises dans le cadre de cette réforme. Et donc, je vais passer la parole dans ce cadre à monsieur Nkwane, qui est président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Cameroun,
Vous avez la parole. OK. Merci, monsieur le modérateur, de me donner la parole. Bonjour à tout le monde. Un salut particulier au président de l'Union internationale des huissiers de justice, monsieur Marc Schmitt. Merci au président du Conseil français des investisseurs en Afrique qui, ma foi, s'intéresse aux problèmes liés à l'exécution dans les pays africains et qui s'intéresse donc par ricochet à la profession d'huissier de justice. L'huissier de justice étant le professionnel concerné directement par les problèmes liés à l'exécution. Voilà, je me réjouis également en tant que président de la Chambre des huissiers de justice de mon pays, du lobbying que vous exercez auprès des décideurs africains pour l'amélioration de ce domaine de l'exécution. Et au vu des corrélations qui existent entre l'économie et le droit. Voilà, la communication qui m'a été confiée porte sur les difficultés pratiques en matière d'exécution dans l'espèce OHADA. Et à ce propos, je ne vais pas seulement prendre pour exemple mon pays, le Cameroun. Au vu des rencontres fréquentes que nous avons eues ici des justices africains, il s'est dégagé un certain nombre de difficultés que nous partageons ensemble dans ces pays, et ces difficultés, donc, je vais les énumérer les unes après les autres. Voilà, et en termes de difficultés pratiques, la première que je trouve la plus pertinente, évidente, c'est les difficultés relatives à l'accès à l'information concernant non seulement la localisation des biens du débiteur, mais également la consistance du patrimoine du débiteur. Vous voyez, pour une exécution efficace, il faut déjà que l'huissier de justice puisse avoir ces données relatives au patrimoine du débiteur. Où est-ce que les biens à saisir se trouvent? Et en plus, il y a lieu de savoir quelle est leur consistance. Il n'existe dans presque l'ensemble des pays membres de l'OHADA aucun dispositif qui permet à l'huissier de justice, justement, d'avoir accès à ces informations. Vous vous doutez bien des difficultés auxquelles l'huissier de justice peut se trouver, notamment pour pratiquer une saisie attribution bancaire. S'il y a 20 banques, il est obligé de parcourir les unes les autres avec la chance de pouvoir faire cantonner le montant des sommes qui sont réclamées. Alors que s'il avait cette information à l'origine, il serait allé droit au but pour pouvoir cibler effectivement la banque dans laquelle le débiteur dispose des sommes d'argent dans son compte. Voilà, prenons également le cas, c'est le cas pour tous les biens, notamment les biens immobiliers du débiteur. Il est difficile de savoir où est-ce qu'il se trouve, surtout lorsqu'il s'agit des biens immatriculés. Vous pouvez voir un justiciable installé sur une parcelle de terrain. Vous ne pouvez pas, il est difficile de savoir si le terrain, le dit terrain, fait l'objet d'une matriculation, s'il existe un titre foncier sur le dit terrain. Et il n'y a pas de possibilité pour vous d'avoir cette information. C'est le même problème en ce qui concerne notamment la localisation et puis la situation même du véhicule que peut conduire le débiteur. Voilà une difficulté majeure à laquelle l'huissier de justice est confronté en Afrique. Il aurait fallu un dispositif législatif réglementaire qui aurait pu permettre à l'huissier de justice justement d'accéder à la base des données qui contient
justement des informations sur non seulement la localisation des biens du débiteur, mais également sur la consistance de ces biens. Voilà une difficulté majeure. Elle n'est pas la seule. À la suite de cela, je peux citer les intrusions intempestives du parquet dans l'exécution des décisions de justice. En principe et dans l'ensemble de ces pays, le rôle du parquet, le rôle majeur du parquet relatif à l'exécution des décisions de justice, c'est de les faciliter, de faire en sorte de mettre en œuvre tous les moyens pour que la décision qui a été rendue puisse se traduire dans la réalité. Mais ce que nous observons ici et là, c'est que la plupart du temps, le parquet va intervenir de façon intempestive et en général, le motif de l'arrêt des poursuites qui est avancé par les membres du parquet, c'est la protection de l'ordre public. Or, on sait ce que c'est que cette notion. Un contenant qui peut renfermer tout contenu. Donc, intrusion intempestive, le président Ondomvé a fait allusion à l'immunité d'exécution dont bénéficient les entreprises publiques, qui est déjà un fait au vu de la jurisprudence de la CCJA. Nous, par exemple, ici au Cameroun, il est interdit, formellement interdit, malgré cette jurisprudence qui est évidente. Donc, il est interdit aux juges de justice de toucher aux biens des entreprises publiques, malgré justement cette jurisprudence tout à fait affirmée. Voilà une des difficultés, des grosses difficultés auxquelles les huissiers font face. Je pense que c'est également dû à l'obsolescence même des textes qui organisent la profession d'huissier de justice dans nos différents pays. Je vais vous prendre un exemple, celui du Cameroun. Il y a une disposition du texte de 1979 qui organise la profession d'huissier de justice au Cameroun et qui dispose que l'huissier de justice exerce sa mission sous le contrôle et la direction du parquet. Bien évidemment, il est tout à fait indiqué que l'État qui a délégué à l'huissier de justice la possibilité de l'exécution forcée puisse en contrôler l'usage qui en est fait. Mais lorsqu'il s'agit pour le parquet d'assurer la direction de l'exercice de la profession de justice, c'est-à-dire dans son quotidien, il est possible que le parquet puisse demander à un huissier de justice d'arrêter telle procédure, d'orienter telle procédure dans tel ou tel sens. Et vous pouvez évidemment imaginer les conséquences qui peuvent en résulter. Il y a des décisions qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas fait l'objet d'une exécution parce qu'il y a eu de la part du parquet soit des décisions d'interdiction, soit alors des décisions de suspension et des suspensions qui perdurent dans le temps. Voilà, autre difficulté que je peux citer, c'est le concours mitigé de l'État dans l'exécution des décisions de justice. Je pense que c'est l'article 29 de l'acte uniforme de l'OHADA portant sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution qui met à la charge de l'État de concourir activement à l'exécution des décisions de justice. D'autant plus que la même disposition, je pense dans un alinéa, la même disposition prévoit que la position de la formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique. Cela veut dire, en d'autres termes, que normalement, un huissier de justice porteur d'une décision définitive pourra
aller dans une gendarmerie ou alors dans une commissariat de police pour requérir le concours de la force publique. Or, dans la majeure partie des pays africains membres de l'OHADA, il faut encore passer par une procédure au fin de requérir, au fin que l'autorisation de mise en branle de la force publique puisse être donnée. Chez nous, au Cameroun, c'est tout un processus qui peut durer dans les 2 ou 3 mois. J'ai des procédures à mon cabinet qui durent depuis 6 mois. Alors qu'il y a déjà une décision de justice définitive qui n'attend qu'à être exécutée. Le processus pour obtenir justement cette force publique est extrêmement très long, ce qui tend à diluer l'efficacité qui doit être liée à une décision définitive sur laquelle la formule exécutoire a été apposée. Voilà, autre difficulté, je les cite pêle-mêle, vous avez les violences physiques des justiciables sur la personne du huissier de justice. Ces violences sont plus ou moins accentuées selon les pays, mais selon ma propre opinion, je pense que c'est surtout dû au fait que l'opinion, les justiciables ne sont pas assez informés des diligences, de la place, du rôle de l'huissier de justice dans l'exécution des décisions de justice. Je citerai également la mobilité permanente des populations avec une absence de dispositifs permettant de maîtriser la circulation des personnes d'une commune à une autre, et ce qui rend parfois difficile de retrouver des justiciables contre lesquels les procédures sont engagées. Prenons par exemple le cas de la saisie-vente. Elle commence par un commandement de payer. 8 jours après, la saisie est faite et le recollement et la vente judiciaire des biens saisis ne pourra se faire qu'après un délai d'1 mois. Voilà, il est possible que l'huissier de justice revienne et qu'il ne trouve plus personne. La personne du justiciable et qui n'a aucun moyen, justement, de le localiser. Ce qui fait que, justement, cette saisie-vente est un tout petit peu en désuétude à cause, justement, de l'inefficacité qui est due à la mobilité permanente des populations qu'il est difficile de retrouver par la suite. Donc, voilà, en gros, les difficultés qui sont les plus évidentes et auxquelles l'huissier de justice est confronté dans la quasi-totalité des pays membres de l'OHADA. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Nkwane, de tous ces détails, ces informations extrêmement concrètes sur les difficultés pratiques concernant l'exécution de cet acte uniforme. Donc, je vais passer la parole maintenant à un autre de vos collègues, Monsieur Bidier, qui est actuellement vice-président de l'Union internationale des huissiers de justice et qui va nous parler des enjeux de la réforme de l'acte uniforme dont nous parlons sur la profession justement d'huissier de justice. Monsieur Bidier, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Je salue particulièrement la présence à cette séance, monsieur le président de l'Union internationale, ainsi que le président du CIAN. Nous sommes heureux de ce partenariat qui se noue entre nos 2 organisations et formulons le vœu à ce que ce partenariat puisse continuer et se fructifier davantage. Prenons la parole après toutes ces illustres personnalités qui sont directement au niveau des organes de l'OHADA et après l'intervention de mon collègue Samuel Enamé, je crois que tous nous pouvons comprendre l'intérêt que revêt pour l'huissier de justice la révision de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution.
Il m'a été demandé, comme vous l'avez dit vous-même, monsieur le modérateur, de vous entretenir autour de l'intérêt que présente justement pour nous les huissiers de justice la révision de cet acte uniforme. Il faut d'abord dire que cet acte uniforme, entré en vigueur, comme on l'a rappelé ici, depuis 1998, est appliqué quotidiennement par tous les huissiers de justice des 17 États membres de l'espace OHADA. Alors que tous les autres actes uniformes ont fait l'objet de révision, celui qui nous concerne n'a pas encore été revisité. Après 24 ans de vie, si j'ose dire, c'est à noter que les huissiers de justice attendent beaucoup de la révision en cours. Dès l'annonce de la révision de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution, l'Union internationale, qui regroupe à son sein 14 chambres nationales sur les 17 qui font partie des États membres de l'OHADA et qui en même temps est partenaire technique de l'OHADA, s'est investi dans le processus de révision. Elle a mis en place, en partenariat avec l'Union africaine, une commission chargée de suivre de près la révision annoncée. Et cette commission a organisé en février dernier à Dakar un atelier international sur la révision. Cet atelier a regroupé plusieurs professionnels du droit, notamment des magistrats, des avocats, des notaires, des huissiers bien entendu, des juristes d'entreprise et même des investisseurs. Au cours de cet atelier, il a été passé en revue toutes les dispositions de l'acte uniforme et des propositions pertinentes ont été faites. Aujourd'hui, nous avons le rapport terminé que nous allons dès demain transmettre à l'Union internationale pour que l'Union internationale puisse l'adresser à qui de droit, notamment le secrétaire permanent de l'OHADA, qui suit le consortium sénégalais chargé de la révision de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées. L'implication de l'Union internationale et des huissiers de justice dans cette révision traduit, en n'en point douter, l'intérêt que revêt la révision de cet acte uniforme à nos yeux. Nous avons beaucoup d'idées à faire valoir lors de cette révision. Il y a, par exemple, la question de l'effectivité de l'exécution dans l'espace OHADA. Tout à l'heure, mon collègue Samuel vous a entretenu sur les difficultés qu'il y a à requérir la force publique. Le concours à la force publique est parfois difficile à obtenir pour des raisons qu'il vous a évoquées. Je n'y reviendrai plus. La question de l'immunité de l'exécution des entreprises publiques, l'article 30 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées. Le président Mvel en a aussi évoqué. Le régime des nullités prévu par l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement pose réellement problème parce que les actes que nous prenons, nous, huissiers de justice, sont presque tous à peine de nullité. Donc, même pour une virgule qui manque, l'acte de l'huissier peut être annulé avec toutes les conséquences que cela implique pour le créancier qui attend de recouvrer rapidement son argent, de rentrer en possession de son argent. Nous avons également dans la pratique constaté
que les procédures d'expulsion ont été ignorées par l'actuel acte uniforme en vigueur. Nous pensons qu'à l'avenir et dans la révision annoncée de l'acte uniforme, il faudrait voir comment on peut intégrer les procédures d'expulsion, parce que c'est une voie d'exécution également, surtout quand il s'agit des fonds de commerce. L'accès à l'information fait gravement défaut aux huissiers de justice africains. Maître Namé en a déjà parlé. Nous pensons aussi à l'introduction des procédures dématérialisées pour répondre à la digitalisation de la justice. Vous savez tous qu'avec la digitalisation de la justice, il ne faudrait pas que l'Afrique reste en marge de cela. Donc, dans la révision, dans le nouvel acte, nous militons pour que les procédures dématérialisées y soient prévues concrètement. Nous luttons aussi pour l'affirmation de la place et le rôle de l'huissier de justice dans les procédures civiles d'exécution, mais aussi dans la chaîne de distribution de la justice. Dans certains pays de l'espace OHADA, l'huissier de justice était encore sous peu considéré comme un plantant de justice. Et avec une telle considération, il est difficile à ce professionnel à qui aujourd'hui on accorde beaucoup de responsabilités de mener à bien les actes d'exécution. Le président Marc a parlé de la RDC dans son propos. Évidemment, j'y étais. C'est dans ce pays où il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà pourquoi l'Union internationale, depuis quelques années, lutte pour l'harmonisation du statut de l'huissier de justice en Afrique, notamment dans l'espace francophone, dans l'espace de l'OHADA, ce qui aurait pour avantage non seulement d'harmoniser le niveau, mais aussi d'avoir les professionnels de l'exécution pratiquement au même niveau, avec les mêmes droits, les mêmes obligations dans tous les 17 pays membres de l'espace OHADA. Et donc, ce serait un gage de l'exécution par ces huissiers de justice. Nous faisons en sorte que soit clairement établi le rôle de l'huissier de justice en tant que garant de l'état de droit, en assurant l'équilibre entre le créancier, les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ce n'est pas toujours facile et l'Union internationale recommande aux huissiers de justice d'humaniser l'exécution, de faire en sorte que, tout en travaillant pour le créancier, mais que les intérêts du débiteur soient préservés et sauvegardés. Parce que le débiteur d'aujourd'hui peut être le créancier de demain, et vice-versa. Si le premier acte avait été élaboré sans la participation des huissiers de justice que nous sommes, le nouvel acte uniforme le sera avec notre entière participation. L'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires, fort de ses propositions, fera en sorte que toutes ces idées que nous avons développées à l'atelier, lors de l'atelier de Dakar, et que nous continuons à mûrir, soient prises en compte dans la présente réforme. De sorte qu'une fois promulgués, les huissiers de justice s'activeront et seront mieux outillés pour l'appliquer. En tout cas, nous fondons beaucoup d'espoir dans l'avènement de nouvel acte uniforme pour que l'exécution dans l'espace OHADA soit plus efficace et plus conforme aux exigences de nos partenaires. Voilà ce que je tenais à dire pour l'instant, s'agissant de l'intérêt que revêt la réforme de l'acte uniforme pour les huissiers de justice que nous sommes. Je reste à votre entière disposition pour des éventuelles questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, de cet éclairage à nouveau sur les besoins de la pratique des huissiers de justice
concernant la réforme de cet acte uniforme. Maintenant, on va ouvrir un bref temps de questions. Je vais peut-être ouvrir cette période par une question qui nous est posée par un participant qui est à distance et qui concerne le champ d'application de l'acte uniforme. À savoir, est-ce que cet acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances peut s'appliquer concernant une créance d'un commerçant sur un particulier consommateur? Alors, est-ce que l'un d'entre vous souhaite prendre cette question et apporter une réponse? Alors, nous avons la possibilité d'apporter la réponse. J'étais en train de voir, est-ce que je vais laisser la parole au président Andové ou encore à Enamé, mais je peux rapidement répondre à cette question. Comme je le disais là tout à l'heure, l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, c'est le droit de l'exécution dans l'espace OHADA. Et quelle que soit la nature de la créance, étant entendu que c'est une créance contractuelle, telle que c'est levé là en espèces, et bien systématiquement, c'est cet acte uniforme-là qui va s'appliquer. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander donc de continuer, Monsieur Ndia, et de continuer pour nous délivrer votre deuxième intervention sur les enjeux de la réforme? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Il y avait une question que je reprenne la parole et je suis le seul à le faire. Rapidement pour dire quelques mots sur les enjeux juridiques de la réforme de cet acte uniforme. Vous savez, nous avons débuté ce processus avec une période d'évaluation. L'évaluation a fait sortir un premier rapport, ce rapport dénommé rapport de dépistage de l'application de cet acte uniforme sur les 20 dernières années. Ce rapport de dépistage doit faire l'objet d'analyse dans maximum 10 jours. Donc, c'est prévu pour le 19, je pense, au niveau de Libreville. Et nous allons nous y retrouver pour échanger là-dessus. Mais d'ores et déjà, de par l'étude que nous avons pu en faire dans la doctrine, dans la jurisprudence et surtout dans les forats que nous avons pu soit animer, soit organiser, soit auxquels nous avons participé, il y a un ensemble d'éléments qui puissent nous permettre aujourd'hui d'identifier un tout petit peu les enjeux de cette réforme. Vous l'avez bien relevé tout à l'heure, la sécurité juridique est très utile pour nous, la sécurité judiciaire est très utile pour nous et pour vous, naturellement, parce que pour l'OHADA, la sécurité juridique comme la sécurité judiciaire ne sont rien d'autre que des appâts, que des moyens d'attractivité, pour renforcer l'attractivité de notre espace et également pour faire venir au grand maximum les investisseurs que vous êtes. Donc, pour vous, ça vous permet de renforcer la confiance par rapport au système, ça vous permet de renforcer la confiance par rapport aux acteurs du système et par rapport aux droits, mais pour nous, ça nous permet d'assurer le développement économique qui constitue l'objectif primordial de l'Organisation pour la mondialisation du droit des affaires. Et donc, il faut de la prévisibilité, il nous faut de la complétude. Bref, j'ai donné deux catégories, deux catégories d'enjeux que moi-même j'appelle des défis. Je les considère comme n'étant rien d'autre que des défis. D'abord, les défis du droit de l'exécution. Voilà. Et pour moi, les défis du droit de l'exécution sont en lien avec la qualité du texte. La première qualité, le premier défi que l'on cherche à relever dans le cadre de cette à lever, c'est d'abord la clarté. Il faut que ce soit plus clair.
nous avons pu sentir que ce n'est pas assez clair pour plusieurs dispositions pour lesquelles il y a tellement de controverses autour et que ça mérite qu'on y revienne. Je donne juste l'exemple qui a été déjà rappelé tout à l'heure, portant sur l'immunité d'exécution, qui est-ce qui en est bénéficiaire. Cet article 30 de l'acte uniforme mais nous pose énormément de problèmes. Je donne un deuxième exemple, c'est l'article 49. Le juge de l'exécution, c'est qui? Eh bien, il y a certains États qui estiment qu'ils ont la main pour identifier de manière claire et identifier de manière différente d'avec d'autres États, et alors que l'acte uniforme semble indiquer ce que la Cour commune de justice et l'arbitrage relèvent de manière claire. Attention, il ne s'agit pas de désigner autant de juges que de paliers de justice, que de degrés de juridiction, mais c'est plutôt un seul juge qui est désigné, parce que quand on regarde la logique, il y a l'appel, il y a tous ces éléments qui montrent que systématiquement, ça ne peut pas être un juge de cassation, un juge au niveau de l'appel, un juge au niveau des juridictions du premier degré. Donc, il faut de la clarté. Il nous faudra de la clarté et ça fait partie des défis qui sont à relever dans le cadre de cette réforme. Il faut également de la simplicité. Nous avons senti beaucoup de formalisme sur certains points qui n'en valaient pas la peine, mais il nous faut peut-être bien renforcer cette simplicité, arriver à avoir beaucoup plus de flexibilité tout en maintenant la rigueur. Je vais revenir bien évidemment là-dessus tout à l'heure. Alors, il nous faut de la cohérence. Le texte sur certains points manque de cohérence entre les dispositions sur l'injonction de payer et de notre côté les dispositions sur l'injonction de délivrer et de restituer. Il y a des incohérences que l'on sent. Il y a de l'incohérence lorsque l'on parle d'opposition de manière fondamentale dans des dispositions où l'on n'est pas encore arrivé à l'exécution. Ce sont des éléments qui méritent quelques corrections sur ce point. Il nous faut de la prévisibilité parce que nous savons que la prévisibilité des règles de droit n'est qu'une garantie de la prévisibilité des décisions de justice. Or, la prévisibilité des décisions de justice est un critère d'appréciation, est un indicateur de performance de la justice et également un indicateur d'appréciation de la sécurité judiciaire dans notre espace. Alors, il nous faut, outre de l'adaptation, et ça a été relevé là tout à l'heure, la dématérialisation des procédures doit être prise en compte, les avoirs digitaux doivent être pris en compte. Aujourd'hui, tous nos débats portant sur la banque en ligne qui existe et même d'ailleurs aujourd'hui autorisée pour les opérateurs qui ne sont pas dans le secteur bancaire, eh bien, ça mérite qu'on y réfléchisse de manière fondamentale. Il nous faut de l'ouverture vers les standards internationaux, de l'ouverture vers peut-être bien ce qui marche également chez vous en France. Donc, il nous faut de l'ouverture pour arriver à récupérer au grand maximum les bonnes pratiques en matière d'exécution pour les intégrer. Et nous sommes heureux déjà de savoir qu'il y a le Code mondial de l'exécution qui est disponible et récemment le Code mondial de l'exécution digitale est également disponible. Donc, cette ouverture-là pourrait nous permettre de renforcer fondamentalement notre dispositif. Il faut également de la compassion. Et d'ailleurs, le président Andové vient de l'appeler. En réfléchissant généralement sur le créancier, on oublie toujours les débiteurs. Il ne faut pas oublier les débiteurs. Et nous avons pu sentir cela, notamment pendant la période de la COVID-19, où le Conseil des ministres de l'OADA nous a demandé d'appliquer le droit. S'il y a un problème, d'aller voir la justice, au lieu de faire ce qui s'est fait en France avec un système gelé ou modifié, formaté, en raison de la situation qui était en train d'être vécue. Peut-être qu'il nous faudra des règles qui vont aller dans le sens également d'une bonne prise en compte de la compassion afin de tenir compte des situations exceptionnelles, parce que c'est parfois non pas une question de bonne foi ou de mauvaise foi, mais c'est beaucoup plus une question d'impossibilité d'exécuter et c'est à prendre en compte notamment. Alors ça, ce sont, de mon point de vue, quelques défis qui sont des défis du droit de l'exécution. Maintenant, il y a à côté les défis du système de l'exécution. Et de mon point de vue, les défis du système de l'exécution sont en lien avec le contexte même de l'exécution.
le contexte de l'exécution. Vous avez pu entendre là tout à l'heure les deux praticiens huissiers de justice, les problèmes qu'ils sont en train de rencontrer. Et voyez bien, ce sont des problèmes qui sont connexes à notre droit. Mais ce ne sont pas des problèmes qui sont créés par le droit. Le droit n'a pas créé de problème sur ces points-là. La réquisition, on sait normalement comment ça se passe. Le texte est clair. On n'a pas besoin de modifier le texte. Mais il y a des pratiques dans le système qui demandent que l'on voit comment gérer ces situations-là. Et donc, du point de vue global, est-ce que la complétude que l'on espère avoir de l'acte uniforme dans le cadre de la réforme, est-ce que cette complétude n'est pas une utopie? Est-ce que ce n'est pas une utopie parce qu'en réalité, il y a des paramètres vraiment connexes qui sont à prendre en compte dans la réforme et qui ne peuvent pas être intégrés dans cette réforme, dans l'acte uniforme, parce que ça n'a rien à voir avec le domaine d'intervention de l'OHADA, ni avec le domaine même d'intervention de cet acte uniforme. Il y a l'efficacité. La question de l'efficacité, nous l'avons rappelé tout à l'heure. La question de l'effectivité, de la fermeté, de la rigueur. Et c'est pour cela que, notamment, les questions qui ont été discutées tout à l'heure concernant les unités demandent à ce que les huissiers de justice aillent dans le sens de la modélisation des actes et non pas attendre que le texte soit modifié pour permettre de couvrir des erreurs. Au contraire, il faut de la modélisation des actes pour éviter les erreurs. Puisque ce sont des actes répétés, il faut que l'on aille dans ce sens-là. Il faut bien rapidement pour terminer, monsieur le modérateur, il faut la transparence. Cette transparence-là est en lien avec le système que nous avons pour définir bien la composition du patrimoine concerné par l'exécution, identifier, donc localiser le débiteur lui-même, localiser les éléments de patrimoine, individualiser ces éléments de patrimoine, et bien ça demande, c'est en lien avec la transparence, c'est en lien avec le système que nous avons, notre droit civil sur le patrimoine, notre droit foncier, c'est un tout. C'est un tout qui demande bien évidemment que l'on n'attende pas systématiquement de cet acte uniforme qu'il règle tous les problèmes de l'exécution que nous rencontrons aujourd'hui. La bonne gouvernance étatique, ça n'a rien à voir avec cet acte uniforme. Bien évidemment, quand on va le voir, ça va nous aider à obtenir l'efficacité que nous allons avoir au niveau de l'exécution. La répartition des compétences, le respect de la répartition des compétences dans l'exercice de la justice. Ça a été rappelé tout à l'heure. Il nous faut peut-être bien un encadrement, mais en espérant bien évidemment que l'organisation judiciaire de chaque État, qui n'entre pas dans la compétence de l'OHADA, puisse également prendre en charge ces questions-là. Le respect de la séparation des pouvoirs. Et donc, bref, franchement, de mon point de vue, il faut que la réforme soit une réforme réaliste. La réforme doit être une réforme réaliste. Pour être une réforme réaliste, il faut que ça prenne en compte l'ensemble des paramètres du droit de l'exécution d'un côté, pour tout ce qui concerne les interventions possibles pour l'OHADA, mais d'un autre côté, il faut que ce soit réaliste par rapport au système qui va accueillir le droit et qui va l'appliquer. De mon point de vue, c'est dans ce paramètre, dans ce cadre seulement que ça pourra marcher. Et je suis convaincu que l'harmonisation du statut des juges de justice serait d'un grand apport, par exemple, parce que ça va impacter systématiquement l'efficacité du droit de l'exécution. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci à vous tous de votre attention. Merci infiniment, monsieur le directeur général. J'espère que toutes ces propositions seront prises en compte lors de l'adoption de ce nouvel acte uniforme. Il y a une extrême richesse de propositions et extrêmement pertinentes. Donc, je voudrais maintenant passer la parole un peu à la salle, aux gens qui sont autour de nous et qui ont des questions. Donc, si vous avez des questions, et merci d'indiquer si vous souhaitez que l'un ou l'autre de nos intervenants y répondent. Je vous en prie. Bonjour. Je suis Raquel Graz, donc consultante en intelligence économique, donc en renseignement d'affaires en fait.
sur l'Afrique et le Moyen-Orient principalement, et je voulais rebondir sur les propos de M. Samuel Nicolet sur l'accès à l'information. Donc évidemment, j'y suis très sensible puisque j'en fais mon métier de rechercher cette information, de l'analyser et de la diffuser aux décideurs. J'interviens beaucoup, comme sur l'un de mes confrères, dans des questions dans des procédures judiciaires et en procédures d'exécution. Et donc, je voulais vraiment insister sur le fait qu'en recoupant de l'information en source ouverte et en source terrain, ce qu'on appelle le renseignement humain, et dans le renseignement humain, il est évidemment question de procédures extrêmement tout à fait légales et pas du tout d'agir sous les jambes. On obtient vraiment de l'information directement exploitable pour évaluer des biens, les localiser, les évaluer, s'assurer qu'il n'y a pas, par exemple, des tiers détenteurs dans le capital d'un bien, et notamment dans les biens immobiliers. Il est même dans des pays où il y a un manque d'infrastructures institutionnelles de bases de données. Par ces recoupements, très rapidement, l'espace de quelques semaines, on obtient vraiment des informations décisives. Je voulais signaler que même en France, par exemple, si vous allez au service de la publicité foncière, il n'y a pas de centralisation. Donc, en fait, il faut d'abord savoir ce qu'on recherche, on procède par étapes. Et dernière chose, dans ce témoignage, parce que désolé, ce n'était pas vraiment une question, mais on a souvent constaté qu'il n'est parfois pas nécessaire d'aller vraiment jusqu'à l'exécution, parce que le fait d'identifier les biens et de le faire savoir à la partie adverse fait qu'en fait, elle change, le rapport de force change, et ça va l'amener à payer. Et avant de commencer la réunion, je donnais l'exemple d'un contentieux où 50 millions d'euros étaient dus à mon client. On a identifié en 6 semaines 9 millions d'euros saisissables. Et il n'y a pas eu à aller jusqu'à procéder à l'exécution parce que le client, du coup, il savait qu'il perdrait la face par la publicité de cette information. Et donc, le renseignement d'affaires est vraiment là pour aider les avocats et les huissiers dans cette démarche. Mais merci de ce témoignage. Monsieur, vous aviez une question, je crois. Merci. Oui, moi, je voudrais si vous pouviez vous présenter. Mon nom est Jacques-André Prévost, je suis le fondateur et le gérant d'une société qui s'appelle Garouvet, qui a eu 14 années, enfin qui a été expulsé de l'État du Cameroun il y a 15 ans, sans aucun motif, simplement parce que nous n'avions pas d'argent à droite à gauche. Nous avons fait 14 ans d'arbitrage, nous avons gagné 15 procès au Cameroun sur 15, 4 sentences arbitrales sur 4 devant la Cour internationale d'arbitrage. Nous avons eu notre dernière sentence finale en septembre dernier. On nous doit, donc l'État du Cameroun nous doit 22 millions d'euros, ce qui est beaucoup moins que ce que nous vendions, mais par contre, c'est 22 millions d'euros. Pas moyen de se faire payer. Ma réaction à l'introduction du président tout à l'heure, du président Géraud, c'est tous ici, je pense, autour de la table, nous voulons que les affaires se développent au Cameroun et que les entrepreneurs français interviennent au Cameroun. Mais il faut quand même voir les choses. On n'est pas payé. Il y a un risque considérable. Évidemment, mon cas est un peu particulier puisque mon interlocuteur, mon débiteur, c'est l'État. Et donc, nous n'avons pas parlé pour l'instant du problème des créanciers sur les États. Pouvons-nous en parler de cela? Est-ce que je peux continuer mon propos? Bon, c'est l'État. L'immunité a été évoquée plusieurs fois. On a évoqué beaucoup l'immunité, ça c'est très bien, absolument. Donc, si vous voulez, le problème, c'est l'État. On se trouve en face, et là j'ai beaucoup aimé l'intervention du professeur Ndiaye Mbaye, et on sentait bien que dans son propos extrêmement passionné, il ne disait que 10% ou 5% de ce qu'il ressentait et de son expérience. On se trouve effectivement devant des cas de figure qui sont des problèmes d'environnement, etc. Bon, moi, je peux vous dire que si autour de cette table, vous avez des idées, des moyens, des services, des compétences à apporter à notre société pour qu'elle récupère sa créance, eh bien, je vous écouterai avec beaucoup, beaucoup d'attention. Alors, maintenant, il y a l'autre question qui est
cette modification de la cuniforme sur l'exécution, actuellement, on est en train d'en discuter, si j'ai bien compris, c'est pas réglé. Oui. Il y a peut-être 2 ou 3 idées, j'en ai noté une dizaine, je vais vous en donner deux ou trois, qui pourraient être ajoutées. Bon, d'abord, il y a le cadre général, il y a la psychologie générale, le contexte général. Il faut que le créancier soit protégé. Il faut que l'entreprise qui développe des affaires, qui investit et qui fait des sacrifices, que les collaborateurs fassent des sacrifices, mais il faut qu'à la fin du parcours, il soit payé. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas privilégier systématiquement le débiteur. Je pense que ça, c'est une question globale du principe, enfin du problème, et qui doit être revu. Bon, il y a l'autre aspect. Si on veut qu'un jugement ou qu'une sentence soit exécutée, comme on sait que ça va être très, très difficile, tout le monde le sait, les juges le savent, les arbitres le savent, etc. Alors, ne nous cachons pas la vérité. Il faut des intérêts moratoires très forts. Je ne sais pas si ce sont des intérêts moratoires ou des intérêts complémentaires, mais il faut que ce soit très fort, il faut que ce soit absolument dissuasif. Or, c'est exactement le contraire de ce que je connais, moi, de ce qui se passe dans les expériences que j'ai eues. L'autre élément, à mon avis, c'est la protection de l'huissier devant l'État. Je suis au Cameroun devant des huissiers qui me disent « mais on ne peut pas intervenir parce que l'État nous empêcherait ensuite d'exercer notre métier ». Donc là, il y a un problème de protection qui est très important. L'autre et qui doit être renforcé. Donc, c'est peut-être une question de lobbying de la part des institutions internationales d'huissiers, je ne sais pas, mais il y a un vrai problème concernant les huissiers africains, en tout cas, l'huissier du Cameroun. Alors, il y a une dernière idée que je voudrais vous proposer. Lorsque vous avez un jugement ou une sentence exécutoire, vous devez la signifier, si vous êtes français, par un système invraisemblable qui consiste à demander au parquet de la transmettre, lequel va s'adresser au ministère de la Justice, lequel va s'adresser aux affaires étrangères en France, lequel va s'adresser à l'ambassadeur, au consul, le consul va aller chez son destinataire public camerounais, disons, le ministère de la Justice, et puis là, on ne sait plus ce qui se passe. Et alors, nous avons eu une première sentence il y a 2 ans, nous n'avons jamais vu revenir le document prouvant qu'elle avait bien été signifiée. Toutes ces administrations, enfin les 3 françaises que j'ai indiquées, sont toutes complètement opaques. Les gens vous écrivent des réponses à vos demandes en parfaite ignorance du droit du contribuable, du consommateur et du citoyen. Ils ne signent pas leur réponse. Ils disent oui, votre dossier a été transmis à tel service. Ils ne disent pas à qui. Ça, c'est inacceptable. Et ensuite, quand ça arrive, disons, au Cameroun, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je crois qu'il faudrait simplement que la voie de l'huissier soit une voie possible, c'est-à-dire qu'on transmet le jugement ou la sentence chez un huissier, mettons camerounais, et il va la déposer au ministère de la Justice. Ça marcherait très bien. Bien, merci. Merci de ce témoignage. Donc, je vais demander s'il y a. Est-ce que c'est une réaction? Parce que là, on doit quand même. Donc, je vais demander peut-être à nos intervenants de réagir à certaines de ces observations et commentaires. Oui, simplement sur la question de la signification des actes transfrontalières, il existe la Convention de La Haye du 15 novembre 1965. Il y a à peu près, de mémoire, 80 États dans le monde qui appliquent cette Convention de La Haye, qui permet donc de supprimer toutes les étapes que vous avez mentionnées, c'est-à-dire de passer par le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, etc. Donc, ça permet de supprimer toutes ces étapes en transmettant directement le document de la personne qui demande la signification, en l'occurrence un huissier de justice, par exemple français, directement vers son homologue dans le pays étranger. Alors, le problème que rencontre la conférence de La Haye pour international privé qui rédige toutes ces conventions, c'est que pour le moment, en Afrique, et malgré tous ces efforts, il y a très peu de pays qui ont adhéré à cette convention.
Et depuis de nombreuses années, nous impliquons, à chaque fois que nous allons en Afrique, quand c'est possible, nous impliquons donc la conférence de La Haye pour venir plaider la cause de la Convention du 15 novembre 1965. Et nous espérons qu'à terme, un certain nombre de pays africains vont adhérer à cette convention, qui va permettre donc de supprimer toutes ces étapes et donc de signifier très rapidement, et que petit à petit, ça fasse boule de neige, et que s'il y a, mettons, une dizaine de pays africains qui adhèrent à cette convention sur la signification, et bien très rapidement, les autres pays africains suivent. Bien, sur les autres… Juste pour rebondir et compléter un peu votre propos sur ce problème de signification transfrontalière, qui est un sujet qui, nous, avocats, connaissons bien. Effectivement, il y a une déperdition de l'information à un moment donné du process. On a la Convention de La Haye de 65. Il y a un réflexe à avoir également, et qui peut être très utile en matière de droit d'exécution, c'est de regarder les conventions bilatérales conclues avec certains États africains. Et on a des conventions d'entraide judiciaire qui simplifient les significations. Et donc, vous avez certains, l'Algérie, le Maroc, il y en a quelques-uns, je ne suis pas capable de les citer, mais il y en a. Et donc, on a ce réflexe de passer par la signification à parquet, c'est ce qu'on appelle communément, en occultant ces conventions bilatérales d'entraide judiciaire qui, elles, prévoient des procédures simplifiées, et c'est beaucoup plus simple, on envoie la décision à l'huissier et c'est exécuté. Donc, il faut avoir ce réflexe. Il faut regarder si on a une convention avec le Cameroun, je ne pense pas, mais dans certains États africains, elles existent, malheureusement. Heureusement. Présentez-vous. Ah, pardon, Ali Bougrine, je suis associé du cabinet UGGC, plaisir d'accueillir la conférence de ce jour. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une réaction de nos intervenants à distance, notamment au Cameroun, sur les commentaires qui ont été faits tout à l'heure? Non, mais tout à l'heure, en tout cas dans les défis que j'ai indiqués, il y avait les défis de l'ouverture. Comme je viens de l'indiquer, c'est un défi d'ouverture en charge tous les paramètres de mon point de vue, hein, aussi bien les sources d'inspiration que l'on peut tirer au niveau national que les conventions internationales qui sont disponibles et qui peuvent nous permettre d'arriver à avoir un droit beaucoup plus efficace. Voilà, mais sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Il existe beaucoup d'accords de coopération judiciaire entre la France et ses anciennes colonies, on va dire. Hein, qui date généralement des années 1960 et généralement c'est l'année 1964. Il y en a énormément, donc ça ne devrait pas en principe poser problème en termes d'orientation, mais sachez que d'un autre côté, pour ce qui concerne ce qui a été relevé tout à l'heure par Madame, les contraintes en termes d'identification des éléments de patrimoine, ça c'est vraiment du réel. Hein, et peut-être bien que nous n'avons pas le même système, aussi bien du point de vue foncier que du point de vue de la gestion de patrimoine d'une manière générale. Mais il y a des problèmes. Juste, je prends l'exemple de l'adressage. Et ça a été relevé tout à l'heure. L'adressage, mais on a des problèmes en termes d'adressage. Ce qui n'est pas du tout la même chose que ce que vous vivez au niveau de la France. J'espère bien, en tout cas, que ça va évoluer. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas attendre de la réforme que la réforme règle la totalité des maux que nous constatons dans le cadre de l'application de l'acte uniforme. Parce que beaucoup de maux dans le cadre de l'acte uniforme ne sont pas issus de l'acte uniforme lui-même, ni de sa teneur, ni de l'intervention de certains acteurs qui sont des acteurs les plus influents, mais c'est à voir autour par rapport à un système global. Voilà rapidement ce que je voulais ajouter sur ces points-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le directeur général. Il y avait une autre question. Oui, Apollinaire de Saba, avocat. Ok, pardon. On va peut-être attendre la réaction de M. Kouané. Je vous en prie, vous avez la parole, monsieur. Oui, monsieur le modérateur, je vous en prie, je voulais renchérir justement sur ce problème
d'accès aux données relatives à la localisation du bénéficiaire et à la consistance de ses biens, ainsi que l'a relevé, vient de le relever le professeur Mayata. Je vous assure, c'est un sérieux problème en Afrique et qui dilue considérablement l'efficacité dans le recouvrement de créances, dans l'exécution des décisions de justice. C'est un parcours de combattant pour pouvoir exécuter une décision de justice. Lorsque vous n'avez rien en main, vous n'avez aucune possibilité d'avoir la moindre information. Vous irez à la conservation foncière, on va vous dire non, il y a le secret professionnel qui empêche à ce que vous puissiez avoir moins d'informations sur la possibilité pour le débiteur d'être propriétaire d'un terrain. C'est le même cas au niveau du service d'immatriculation des véhicules. Et je vais vous dire en matière de saisie-attribution. Il aurait suffi que l'huissier de justice puisse savoir exactement où sont logés les comptes du débiteur pour qu'il puisse immédiatement aller opérer une saisie-attribution dans la dite banque. Dans le système actuel, au vu du manque de dispositifs d'accès à l'information concernant les biens débiteurs, pour la saisie-attribution, l'huissier aujourd'hui est obligé de parcourir toutes les banques d'une ville pour espérer trouver la banque où le débiteur dispose, dans laquelle le débiteur dispose d'un compte. Et tout à l'heure, j'ai fait allusion à l'obsolescence des textes qui organisent la profession du d'huissier de justice. Il y a une évidence. Les textes portant sur l'exécution des décisions de justice pourront être les meilleurs du monde. On pourra accorder à l'huissier de justice tous les pouvoirs pour assurer l'efficacité dans cette diligence. Mais lorsque le texte qui organise sa profession dans son pays est une sorte de camisole de force qui lui empêche justement de mettre en œuvre les dispositifs que peut prévoir l'acte uniforme portant sur les voies d'exécution, il va sans dire qu'il ne pourra pas être efficace. Donc, il y a également un enjeu sur ce point. Et c'est la raison pour laquelle, justement, ce lobbying que peut exercer le CIEN est tout à fait opportun. Certes, améliorer le texte portant sur les voies d'exécution au niveau africain, le WADA, mais aussi avoir une certaine vision sur le texte qui régule même la profession d'huissier de justice. Je le disais aujourd'hui, tout à l'heure, l'huissier de justice au Cameroun, au Congo-Kinshasa, d'où je viens, où nous avons animé un séminaire là-bas, les témoignages sont évidents. La plupart du temps, lorsqu'il engage une exécution, pour des raisons qui absolument n'ont rien à voir avec la protection de l'ordre public, va être freiné dans son élan parce que il y a des affinités sur le plan politique, sur le plan familial avec tel débiteur, il sera difficile à l'huissier de justice de mener à bien sa mission. Donc, il y a lieu également de voir cet aspect. Nous, au Cameroun, nous avons tout fait pour avoir un texte qui est à la mesure des enjeux, à la mesure des défis de l'huissier de justice, au vu justement des textes modernes vers lesquels le législateur s'enchemine en ce qui concerne le recouvrement de créances. Tant que ces textes ne seront pas à jour, je vous assure, l'huissier de justice au Cameroun ne pourra en aucun cas être performant. Je veux le préciser, le texte qui organise la profession du d'huissier de justice date de 1979. Et il y a dans ce texte beaucoup de goulots d'étranglement
qui empêche à l'huissier de justice de se déployer effectivement pour pouvoir être performant. Donc, certes, améliorer l'acte uniforme, portant sur les voies d'exécution, mais aussi avoir une certaine vue au niveau des textes qui réglementent la profession dans l'ensemble des pays membres africains membres de l'OHADA. Je vous remercie. Le temps de la conférence depuis un moment, donc je voudrais simplement prendre une dernière question. Monsieur, dans la salle, vous aviez une question, si vous pouviez la poser rapidement en vous présentant. Oui, Apollinaire de Saba, avocat au barreau de Paris. Je me réjouis de l'intervention du professeur que je connais bien, donc je lui ferai mes observations. Mais la simple question que j'aimerais lui poser, c'est de savoir, pour une question de démocratie législative, est-ce que nous aurons accès au pré-rapport en ce qui concerne vos travaux? Ensuite, par rapport à quelques problèmes soulevés en matière d'impossibilité d'exécution des décisions de justice, je pense qu'une des solutions aussi, c'est de voir sous l'angle de la cession internationale des créances ou de la vente des créances aux acteurs du risque. Il y a certaines sociétés de la place qui ont pour profession d'acheter des créances en souffrance. Donc, il y a cette possibilité aussi. Voilà. Donc, monsieur le professeur, je vous enverrai mes questions. Juste nous dire si les pré-rapports seront accessibles pour les chercheurs. Monsieur le Président, bonsoir. Oui, je vous en prie. Monsieur le modérateur, je m'excuse de prendre la parole parce que je vais devoir vous quitter. J'ai un impératif. Je suis actuellement à Libreville. Je dois préparer mon voyage, mon retour sur Abidjan. J'ai été heureux de participer à votre séance. Et je voudrais ajouter juste 2 mots par rapport à tout ce que le professeur a dit relativement aux enjeux de la réforme. Juste 2 mots. C'est une réforme qui vise quand même presque les 60% des activités juridictionnelles de la CCJA. Donc, je voudrais dire que le contentieux dont se trouve actuellement saisi la CCJA porte sur près de 60% sur cet acte uniforme. Donc, c'est dire qu'on attend beaucoup. Moi, je préférerais que la réforme prenne des décennies que d'avoir une réforme bâclée qui n'apportera pas de solutions aux vrais problèmes qui se posent. Je me réjouis, je me félicite que cet acte uniforme n'ait pas été révisé jusqu'à présent, parce que certains actes uniformes l'ont été, alors qu'ils n'ont même pas donné lieu à un arrêt de la CCJA. Donc, c'est pour dire que l'enjeu ici, c'est l'efficacité du système. Tout ce qu'on a mis en place dans le cadre du système OHADA n'a qu'une finalité, c'est la concrétisation des droits. On crée une société pour faire des bénéfices, on signe des contrats pour en tirer des avantages, mais si on ne peut pas accéder à ces avantages, à ces droits que l'on crée en mettant en place des structures sociétaires, ça ne sert vraiment à rien. C'est ce que je voulais ajouter à l'intervention du professeur Mayata pour dire que cette réforme est très importante pour l'espace OHADA parce que c'est le cœur du système auquel on va s'attaquer. Je vous remercie et encore une fois, merci de nous avoir associés. Je vais devoir vous quitter précocement. Merci. À la prochaine. Merci, Monsieur le Président, de votre présence et de votre intervention. Et donc, je vais repasser la parole à Étienne Giros pour quelques mots de conclusion. Oui, merci Jean-Jacques. Juste à titre de conclusion, je voulais faire une remarque il me semble d'abord que l'importance de cette affaire du recouvrement des créances, etc., l'exécution du jugement est essentielle. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Ce qui me frappe dans la conversation qu'on a eue ce soir, c'est qu'en gros, tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire. Il y a eu un relevé de défauts et de dysfonctionnements de ce secteur, me semble-t-il, assez complet et assez simple. Et donc, si je pouvais émettre un vœu, ce serait aussi une question,
c'est que le mieux étant l'ennemi du bien, je pense maintenant qu'il faut vraiment accélérer, que des organisations comme le CIAN, comme votre Union internationale des huissiers, on doit faire pression, nos amis spécialistes africains doivent nous aider là-dessus, et je pense que maintenant il y a urgence. Parce que ça n'est pas uniquement de permettre à un créancier de récupérer ses montants, c'est ce que je disais tout à l'heure, la confiance que l'on a dans le continent. Et on est dans une course contre la montre pour le développement, pour la sécurité, pour toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas uniquement une histoire de créancier, c'est une histoire de développement du continent et de la place des entreprises données. Donc, faisons une réforme peut-être pas parfaite, on en fera une autre après, mais faisons-la vite. Et si j'ai bien compris, ça fait quand même 7 ans qu'on est sur le coup, on pourrait maintenant transformer ces années en mois. Enfin, j'ai compris que ça a commencé, c'était en réflexion depuis 2015, si j'ai bien compris. Donc c'est des délais beaucoup trop longs, ça ne va pas. Donc, franchement, moi, en tant que représentant de l'entreprise, je dis, ne visez pas la perfection. On sait, je ne vais pas reprendre toutes les listes, mais il y a beaucoup, donc on peut aller vite. Voilà. Donc, si je peux vous finir par une question, c'est pour quand? Si, voilà, donc moi j'aimerais encore insister sur le fait que chaque fois que l'Union internationale se rend dans un pays africain à l'occasion d'un événement que nous organisons sur place, nous essayons toujours de rencontrer aussi les autorités. Donc, de rencontrer soit le ministre de la Justice, de rencontrer parfois même le Premier ministre, voire même la présidence. Donc là, nous essayons toujours à ce moment-là aussi d'attirer l'attention sur justement ce que vous venez de dire. Il y a vraiment une importance absolue d'agir au plus vite. Et l'exemple que j'ai vu tout récemment, notamment la semaine dernière en RDC, m'a quand même un peu convaincu et me donne des espoirs. Par exemple, en RDC, il y a une cellule sur le climat des affaires qui a été créée sous l'autorité directe de la présidence. C'est vraiment sous l'autorité de la présidence et on y accorde une importance capitale à cette cellule sur le climat des affaires. Donc, je pense qu'on commence quand même très bien à s'en rendre compte dans de très nombreux pays africains que si on veut attirer des investisseurs étrangers, il faut que le cadre juridique y soit adapté. Et je pense que là, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et nous, de notre côté, nous allons insister là-dessus, évidemment, à chaque fois que nous allons nous rendre dans les pays africains pour rencontrer les autorités et pour attirer l'attention sur ce fait. Et auprès du secrétariat permanent de l'OADA. Ok, merci encore à tous. Merci à nos intervenants d'Afrique qui sont restés avec nous. Qui sont encore au travail, ils ont un décalage horaire. Et donc, je rappelle à ceux qui sont présents dans cette salle que nous pouvons continuer à échanger autour d'un verre. Et nous penserons à nos intervenants d'extérieur qui, malheureusement, ne pourront pas partager avec nous ce petit moment de convivialité. Merci encore et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci Jean-Jacques.